Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est un point lecture enfantin, on va dire, plutôt enfant, ado. Oui, parce que ici il y a des livres qui concernent essentiellement la jeunesse, on va dire, et dont je vais vous parler aujourd'hui de certains. Je vais vous parler aujourd'hui de certains parce qu'il y en a deux que j'ai lus. Je vous les ai lus en ligne, donc vous pouvez avoir accès. Pour certains bientôt, pour d'autres tout de suite. Enfin bon voilà. Donc on va retrouver dans ce point lecture. Je vais déjà vous présenter ce qu'on va retrouver et puis ensuite je vais vous parler de ce que j'ai déjà lu. On va retrouver ici deux livres qu'on avait trouvés aux encombrants. Ça fait très longtemps, j'en ai toujours pas commencé. Mais j'ai envie de les découvrir quand même. Donc, mais je pense que c'est vraiment jeunesse. C'est aux éditions Hachette. Nous en avons deux là, numéro 1 et numéro 2, de John Berkeley. Donc ici nous avons Le Palais du Rire et L'œuf du tigre. Ce sont les merveilleuses aventures de 1000 mercredis. Chacun doit contenir à peu près 105 pages, je pense, non, un peu moins. On est à peine à plus de 400 pages pour le premier et pour le deuxième 400 piles. Donc le premier, 1000 mercredis n'est pas un orphelin. Ah, c'est pas 1000 mercredis, c'est Miles. Alors les merveilleuses mésaventures de Miles Mercredi. Miles Mercredi n'est pas un orphelin comme les autres. Il vit dans un tonneau qui partage avec son ourson un peluche. Mandarine. Par une nuit de grand vent, le cirque Oscuro arrive dans leur bonne ville de Graillon. Ce n'est pas un cirque ordinaire, pense tout de suite Miles Mercredi. Ce tigre qui vient lui parler, c'est tout de même bizarre. Mais il y a plus étrange encore. Cet acrobate nommé Petite, qui n'est autre qu'un ange tombé du ciel. Pour aider son nouvel ami, Miles est prêt à partir pour le Palais du Rire, un endroit pas drôle du tout. Donc voilà, celui-ci. Et puis le deuxième, une étrange rumeur parcourt le cirque des frères Bolsillo. Séraphin Godichon, le père de Miles Mercredi, serait toujours en vie. Ici, le docteur Toto avait menti. Parti à la recherche de son père, Miles découvre une vérité plus incroyable encore. Céleste, sa mère, possédait autrefois un œuf de tigre au pouvoir extraordinaire. Miles serait-il avalé cet œuf quand il était enfant? C'est en tout cas ce que pense l'horrible grand Cortado échappé de l'asile où il était retenu et prêt à tout pour retrouver Miles et s'emparer de l'œuf du tigre. Donc ça doit être assez sympa, intéressant. Bon, pas fan des lectures pour les enfants, mais vu que je vous en lis quand même en ligne pas mal, j'aime beaucoup lire les contes, je les lis en ligne, donc pourquoi pas, je me suis dit, les lire. Puis ça, je suis pas du tout fan non plus de manga, mais c'est encore une nouvelle fois, on l'a trouvé, donc je me suis dit, pourquoi pas en tester un. Une manga, parce que j'ai déjà lu une BD, j'étais plus ou moins intéressée, mais je pourrais pas vous dire que j'en achèterai demain encore des BD, etc. On verra ce qui va donner manga. Donc c'est Mars Red 2, difficile à lire quand tout brille. Scénario Bun o Fujisawa, descend de Karakara Kemori. Très jolie couverture, est-ce que je vais aimer ce qu'il y a dedans? Donc je suis immensément reconnaissant envers Karakara Kemori, Sensei, d'avoir donné vie à travers ses dessins à Mars Red, qui existaient jusqu'alors en pièces de théâtre uniquement. Nos vampires de la très romanesque ère Taisho, dotés de capacités physiques surnaturelles, comme de défauts majeurs, prennent leur envol aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez autant que moi les magnifiques dessins de Karakara Kemori Sensei. Écoutez, on verra bien. Donc ici, dessin Karakara Kemori, voici l'adaptation en manga du spectacle théâtral éponyme. Chaque chapitre de cette histoire a été un réel défi pour moi. Je devais en effet retransmettre visuellement toute l'énergie de cette pièce dans laquelle le son est si important. Il me fallait donc chercher des moyens visuels de communiquer le charme de Mars Red. J'espère que ceux que j'ai trouvés nous plairont et que je parviendrai à continuer à vous satisfaire par la suite. Voilà, c'est un très joli livre. On va voir si j'y accroche. Ensuite, j'avais envie aussi de vous lire Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, de Selma Lagerlöf. Mais j'en ai un autre. Je pense que je vais vous lire un autre en ligne qui est beaucoup moins épais que celui-là. Parce que là, je vous dis pas, c'est écrit en tout petit, c'est très long. Et je ne sais pas si ça va beaucoup plaire. Donc, je vous ai déjà lu Zozo, la tornade, je sais plus si c'était Selma Lagerlöf ou c'était un autre auteur, je ne m'en rappelle pas, mais en tout cas je vous l'ai lu en plus en tant qu'ASMR, en chuchotant, on dormait même, c'était sous les bougies, la nuit, enfin si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour, je mettrai
la petite lecture dans le petit i, vous la verrez. Vous l'écouterez si ça l'envie vous. Donc ici, on a signé Henri Polaille. Quel gosse ne désirerait pas être transformé en tonte? Mais les tontes ne sont pas de chez nous, ni les trolls, ni les fémines, qui firent une si belle peur à la mauvaise mère Raclitz d'un Morbach, qu'elle en oubliera d'être méchante après son aventure. Donc c'est un merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. À lire, il est long. Et puis celui-ci, son autre nom, c'est L'Anneau maudit, que j'ai déjà lu quand j'étais en LLCE suédois, quand j'étais à l'université de la Sorbonne Paris 4, en littérature suédoise. On apprenait un peu tous les auteurs. L'enfant brûlé de German, je crois, d'Agerman, je ne sais plus comment il s'appelle. On en avait aussi les trois filles, Anna, je ne sais plus comment, enfin bon, je vais pas me faire la honte là, parce que je ne me rappelle pas du tout les noms des auteurs, mais en tout cas, j'ai encore ces bouquins. Le grand comique deviendra grand aussi, de Gardel, je crois, et dont il y avait Selma Lagerlöf avec L'Anneau maudit, mais cette fois-là, ça s'appelle L'Anneau des Löwenskjöld. Je pense que ce sont deux noms de la même livre, du même livre, et celui-ci j'avais envie de vous le lire en ligne. On verra bien si j'y arrive. Si j'y arrive, je vous le mettrai bien évidemment en ligne. Mais en tout cas, j'ai envie de le bouquiner et me remémorer de ce que j'ai déjà lu, parce que j'ai pensé que j'avais ce livre, mais il me semble que je l'ai déjà vendu, donc je ne l'ai plus en ma possession et je n'ai pas de comparatif à faire, donc j'ai envie de le bouquiner et voir. Peut-être que les souvenirs me reviendront et je me dirai peut-être que c'est la même chose. Il me semble que L'Anneau maudit, ça parlait un petit peu des trolls et tout ça, donc on verra bien. Et puis enfin les deux derniers que j'ai déjà lus, donc c'est encore Selma Lagerlöf, c'est le livre de Noël. Il me semble que je l'ai trouvé chez Delicache, il me semble il était quasi neuf, donc je l'ai pris, Actes Sud d'édition. J'adore les contes, et donc celui-là je pense pas que je vais le vendre, je vais le garder parce que je l'aime bien. En plus c'est suédois, en plus il y a du moral dedans, il était assez sympa, 132 pages. Ce sont des petites contes. Et je vais vous en parler tout de suite. J'ai mon petit carnet dans lequel j'ai tout retranscrit. Donc ici, des histoires pour la plupart bibliques, parce qu'on a quand même le livre de Noël, très intéressantes et adaptées au jeune public, mais certaines sont un peu glauques, comme par exemple dans le style des contes de Charles Perrault, La Barbe Bleue. Parfois c'est un peu violent comme conte. Par exemple, on rencontre ce type de conte un peu glauque dans le conte qui s'appelle Le Crâne. Après, vous en avez d'autres contes qui sont assez sympathiques, comme le Rouge-Gorge. Pourquoi sa gorge est rouge? Il y a une petite explication, mais c'est assez biblique, on va dire. On en a d'autres qui étaient assez sympathiques. La légende de fête de Saint Tullius, par exemple, elle était longue celle-là. La princesse de Babylone, elle était assez sympathique parce que la petite fille qui se prenait pour une princesse mais qu'elle n'était pas une, son père qui lui faisait croire que c'était une princesse et sa mère. Il y avait une sorte d'humour qui était dedans dans cette histoire, c'était assez sympa. Le piège à rat, c'était une histoire qui parlait plutôt du moral, de la morale, c'était assez intéressant, assez éducatif, on va dire, assez sympathique. Est-ce que c'était La nuit de Nouvel An des animaux? Celui-ci, je m'en souviens pas beaucoup. Pourtant, c'était le dernier. Ah, si. C'était aussi une sorte d'histoire biblique avec la morale à la fin. C'était assez sympa. Vraiment, j'ai bien aimé ce bouquin, donc je vais le garder dans mes comptes. Et puis, j'ai fini Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver. Ouais, lui, je vais pas le garder alors que je voulais. Je l'ai trouvé très mignon, ce bouquin. Il est tout bleu. Déjà, on a un petit problème ici. Déjà, les images, elles sont très belles. On a un petit problème au chapitre 4. Je ne sais pas si je saurais trouver là. Mais il y a un des chapitres où il est répété 2 fois. Une fois, il est mal écrit. Deuxième fois, il est bien écrit comme il faut. Et la première fois, c'était pas bon. Voilà, j'ai trouvé. On est à la page 86, chapitre 4. Puis il n'y a pas de sens, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. On commence avec la lettre majuscule, je comprends pas. Et puis là, j'ai de nouveau chapitre 4 qui est exactement le même que sur la première page. Et puis qui continue en fait. Et c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'était déjà assez bizarre. Et puis je trouvais ce livre assez étrange. Je ne l'ai jamais lu, à vrai dire. Je crois que j'ai vu des dessins animés étant petite, mais je m'en souviens absolument de rien. Donc ici, on a plein de petites histoires, des courtes histoires. Il n'y a pas de table de matière pour vous dire. Mais on a en fait un Gulliver qui voyage un peu partout dans des pays qui n'existent pas, des pays imaginaires. Donc je vous lis ce que j'ai pensé à chaud.
Donc raconté assez fraîchement parce qu'au départ on rencontre un peu d'humour, qui n'était pas le but au final de cet auteur. Hein. Un petit fraîcheur s'en dégage, la fantaisie et l'aventure sont présents du début jusqu'à la fin. Malgré la présentation du livre assez minimaliste, les courtes histoires sont très colorées et animées, dans votre tête bien évidemment, mais aussi bien imaginé et imagé aussi, parce qu'on a quand même des images mais qui ne sont pas colorées, mais qui sont sur le fond bleu en noir et blanc, en noir et bleu on va dire, mais qui sont très parlantes. On a néanmoins une absurdité dans ce livre, hein, ou un message codé, hein, pratiquement politiquement correct, j'ai marqué, qui nous attire en fait sur notre fonctionnement de vie, notre fonctionnement politique, économique, mais également sur la laïcité, j'avais l'impression. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y avait un message codé dans ce bouquin. Et comme on avait parlé avec mon conjoint, qu'à l'époque, certains auteurs, écrivains, comme aujourd'hui aussi un peu, mais avant c'était encore plus compliqué de s'exprimer. Donc il fallait vraiment faire très très attention afin de ne pas déclencher des guerres ou ne pas être emprisonné ou autre tué, encore pire. Donc ils étaient obligés de passer par l'écriture assez codée, et donc on va dire la bonne oreille devait entendre et le bon œil devait voir ce qui se passait en fait autour d'eux ou à travers les livres qui étaient présentés au grand public ou au petit cercle. Voilà. J'ai trouvé ça assez sympathique, mais un peu absurde quand même. Donc ce n'est pas du tout ma lecture préférée. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser là et on va continuer avec d'autres points de lecture avec d'autres avis de livres dont je vous ai présenté là prochainement dans des courts tournages que je vais vous présenter à la suite de ce point de lecture. J'ai lu Mars Red. Oui, c'est bien si je le tiens à l'endroit. J'ai lu d'une traite. Voilà, je vous montre rapidement. En fait, c'est une histoire de vampires. Ce sont 4 personnages qu'on va rencontrer ici, qui vont être, qui sont morts, qui sont transformés en vampires, et chacun d'eux va revenir sur Terre pour parler à son épouse, pour parler à sa mère, à sa famille, et ces familles, justement, leurs proches vont penser vraiment qu'ils sont vivants, tandis qu'ils ne le sont pas. Et donc ces vampires vont constituer une armée sur Terre, je crois, qui vont se battre contre les esprits, ou je sais plus, il y a un truc, mais c'est pas du tout mon délire. Absolument pas. Je suis pas du tout déjà BD, je suis absolument pas un manga. J'avais lu une BD, La Chalette, bon, ça passait plus ou moins bien, mais alors Mars Red, c'est pas du tout mon truc. Je ne déglingue pas du tout l'auteur, hein, c'est chacun son truc, mais les mangas, c'est pas mon truc. En fait, ce qui me perd, c'est que il y a beaucoup trop d'images. C'est normal, après tout, c'est une manga. Il y a des images, les bulles, avec cette écriture-là. Dur des fois à lire. Pourquoi il faut faire une écriture aussi... pourquoi ne pas faire Arial, ou je sais pas moi, pourquoi il faut faire comics? Je crois que c'est comics. Je sais pas. Donc par moments c'était bon, celle-là encore ça va, mais alors La Chalette c'était encore pire, hein, l'écriture. Puis il faut dire que j'ai lu quand même à 6h30 du matin, j'ai mis 1 ou 2 heures et c'était fini. 1 ou 2 heures parce que j'étais en train de piquer du nez, donc j'étais en train de m'endormir, et puis en même temps lire et relire. Au départ j'ai un petit peu accroché parce que je me disais c'est assez sympa, ça y est j'ai compris le principe, les 4 personnages qui sont décédés qui vont venir voir petit à petit leur famille, ils vont leur parler, mais après quand ça a commencé à parler de sens l'armée, que les vampires ont constitué une armée et qui cherchait du sang, et au cimetière et je sais plus où, enfin bon. J'ai pas compris grand chose, je vous avoue. Mais je vous dis que mon expérience manga, ça s'arrête là, je pense. Peut-être un jour, je lirai plus des BD, parce que ça me plaît quand même un petit peu, parce que c'est pas mal pour juste la détente quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais je vous avoue que je suis pas fan des livres où il y a des dessins. Donc c'est sûr que c'est pas fait pour moi, mais du moment que je sais que dans quoi je m'embarque, que c'est une BD ou que c'est une manga, donc c'est normal qu'il y aura des dessins, hein, donc on va pas se mentir. Voilà, mais en tout cas mon expérience BD manga pour l'instant s'arrête là, mais si un jour j'ai envie de décorer, ça sera plutôt des BD, et comment elle s'appelait, c'était une petite détective quelque chose, c'est pas Ariel, non c'est pas Ariel, je me rappelle pas, Alice.
Je sais plus où, mais il y avait une détective, une femme détective que j'avais envie de découvrir, on verra. Tout va dépendre de ces bulles d'écriture, des bulles de lecture, comment elles sont faites. Peut-être un jour je me relancerai, je ne sais pas. Pour l'instant c'est non, donc j'ai pas beaucoup aimé. Mais après c'est parce que je n'aime pas du tout ce type de lecture, c'est pas parce que c'est mauvais. Alors, en tout cas ça c'est fait, j'avais eu mon petite expérience, maintenant je vais essayer de lire aussi des livres d'enfants que je vous ai mis dans cette vidéo, puisque c'est qu'une vidéo de lecture infantile on va dire. Et donc, il me reste encore 4 livres, déjà 2 de Selma Lagerlöf et puis 2 de je sais plus qui, mais c'est aussi une sorte de saga, il y en a 2 dedans. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Hello, enfin, on se retrouve pour un point lecture. Je vous ai présenté les livres, mais enfin j'ai lu 2 parmi ceux que je vous ai déjà présentés. Donc j'ai lu Selma Lagerlöf, c'est Nils Holgersson à travers la Suède. Et puis L'anneau maudit, ou plutôt le livre s'appelle L'anneau des Löwenskjöld. On dit Löwenhold, Löwenhold ou Löwenskjöld, je crois on peut dire aussi. Ça dépend de la région de Suède. Et moi j'ai lu, je me souviens maintenant à l'université, mais ça s'appelait L'anneau maudit. Ça n'avait pas la même en couverture, hein, c'est pas le même livre. Mais voilà, j'ai lu celui-ci, un vieux livre que j'avais à ma possession, qu'on avait trouvé aux encombrants. C'est un exemplaire numéroté, numéro 10, sorti en 56, en 6250 exemplaires, reproduit avec l'autorisation des éditions Josser. Voilà, Josser, Paris. Il y a 223 pages, le livre n'est pas très rempli, vous voyez, il est comme ceci, donc ça se lit assez rapidement. C'est un livre assez sympa, très intéressant. J'ai pensé qu'il était relié, mais je crois pas en fait, parce qu'au début les pages se déchirent. Donc je pensais que c'était un livre, j'ai oublié un petit peu de quoi s'agissait-il. En fait, c'est un livre, on dirait qu'il contient plusieurs histoires, mais toutes ces histoires ramènent à la même fin. Et en fait, ils se rejoignent comme si c'était une unique histoire. Mais en fait, c'est une unique histoire, mais qui est décomposée en plusieurs histoires. Donc en fait, on va assister tout au début à un intermot d'un général Löwenskjöld. C'était un grand général qui était au service de Charles XII et qui a eu par Charles XII justement un cadeau, un anneau qu'il chérissait, qu'il appréciait parce que déjà c'est un bel objet, c'est un beau cadeau, et deuxièmement c'était un roi qui était apprécié de tout le monde quasiment. Et donc il le servit jusqu'à sa mort, et puis voilà. On est à l'enterrement de ce général Löwenskjöld avec cet anneau. Et il y a pas mal de gens qui sont autour, qui assistent à cet enterrement et qui disent comment se fait-il, enfin, ils réfléchissent tous, comment se fait-il qu'on enterre comme ça une personne avec une bague aussi tueuse, pourquoi enterrer cette bague avec le mort, quoi, avec le cadavre, alors que c'était sa volonté, il voulait absolument pas quitter cette bague, il voulait être absolument enterré avec cette bague. Et donc les idées traversent les esprits de certains, dont il y a un couple de... En fait ils ont des noms, allez les retenir. Rad, il s'appelle... Non. Comment il s'appelle ce gars? Bart Bartson ou un truc comme ça? C'est ça, Bart Bartson. Et donc il y a un Bart Bartson, un certain paysan avec sa femme, qui a aussi des idées, des pensées dans sa tête. Parfois il en parle à voix haute, sans se rendre compte au final qu'il y a sa femme à côté. Donc ils sont restés les derniers au cimetière, et la tombe n'était pas refermée en fait avec ce général, ils l'ont laissé pour le lendemain, pour venir mettre les pierres tombale, et tout simplement il n'y avait pas que ça en fait, il y avait justement c'était ouvert parce qu'il y avait ce général, et je crois qu'entre temps il y avait aussi un bébé qui était mort, qui faisait partie de cette famille, grande famille Löwenskjöld, et qui avait dû être enterré en même temps que ce général. Et je me rappelle pas en fait si c'était ouvert parce qu'on attendait justement la petite le petit cercueil de l'enfant à mettre en même temps, ou est-ce que c'était à l'enterrement du général? Là, je suis un peu confuse, je vous avoue, je m'en souviens pas trop. Et donc, il y a cet enterrement, bon, ça c'est sans importance. Le fait que, le plus important, c'est que la tombe, le tombeau reste ouvert toute la nuit, même si le cimetière reste fermé. Il y a quand même une échelle qui mène à la tombe, enfin au cercueil tout en bas, et il n'y a pas de pierre tombale dessus. Donc il rentre avec sa femme à la maison, mais il réfléchit, il lui parle, après il lui parle pas, il se dit est-ce que je vais lui penser, est-ce que je vais lui raconter ce que je pense, et donc il commence à discuter sur cet anneau, comment ça se fait que on enterre la personne avec cet anneau très coûteux, etc. Et puis bon,
Et il s'attendait pas au fait que sa femme allait le soutenir, à penser à peu près pareil. Donc ils vont rentrer quand même à la maison, ils rigolent et tout ça. Bon, après, il commence à dormir, et puis il n'arrive pas à s'endormir, il n'arrête pas de bouger au lit, et puis elle dit, bon écoute, si ça t'inquiète tellement, va voir au cimetière si la tombe est fermée ou pas, parce qu'il disait tout le temps, comment se fait-il qu'on laisse la personne déjà avec cet anneau être enterrée, et puis en plus, il y a tellement de voyous qui auraient pu venir et lui voler cet anneau pendant la nuit, alors que la tombe reste ouverte. Donc il dit, si tu t'inquiètes tellement, va vérifier si tu veux. Bon, et il s'en va, il n'attendait que ça, il s'en va, et puis il se retourne et voit qu'il y a la femme qui le suit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc il dit, ben écoute, je vais pas te laisser tout seul, j'ai aussi envie de voir, etc. Donc ils s'en vont tous les deux, et puis elle commence à le soutenir de plus en plus, et il dit, il angoisse un petit peu en disant que bon, et si jamais le cimetière est fermé et tout ça, il dit, bah le gris, c'est pas très haut, on pourra escalader. Bon, et là il comprend qu'elle est complice avec lui en fait, et donc il vient, il dérobe cet anneau. Donc il y avait cette longue histoire de cet anneau dérobé, en plus après en fait c'est écrit de manière coupée. On passe à un autre sujet, plusieurs années passées, on parle d'autre chose. Les enfants sont grands, ils avaient 2 enfants de 13 et je sais pas 17 ans, un truc comme ça, et donc ils sont grands maintenant, c'est là où on se rend compte qu'ils ont 13 et 17 ans, alors qu'à l'époque ils avaient 7 et enfin quel âge d'écart là, 7 et 14 ans. Donc voilà, et on commence à parler de tout ça, on se rend compte que la femme est décédée, elle est morte en fait, elle s'est noyée parce qu'elle n'en pouvait plus, parce que au moment où ils ont découvert cet anneau, où ils ont dérobé cet anneau à ce cadavre, leur ferme a brûlé, ils l'ont vu brûler, donc ils se sont réfugiés à vivre dans une forêt, dans une maison dans une forêt où ils n'avaient plus rien en fait que cette maison, et ils avaient encaissé un malheur sur l'autre, etc., etc. Donc c'était vraiment pas génial, quoi. Donc ils ont compris que cet anneau leur portait malheur. Donc la femme s'est noyée, l'homme était gangréneux et il était à son chevet, il avait appelé un prêtre parce qu'il était en train de mourir, et donc il a voulu lui raconter cette histoire de cet anneau et le lui donner. Et donc ça va s'ameuler, je vais pas vous raconter toute l'histoire, ça va s'ameuler comme un anneau en fait, c'est non-stop, c'est à l'infini, il y en a un qui abandonne l'autre et qui continue l'histoire, et puis ainsi de suite. On va assister à tout ce type de malheurs qui vont subir de part et d'autre dans les familles qui vont rencontrer cet anneau, entre guillemets, et ça va être lié entre ces familles, donc Löwenskiold, et puis cette famille-là, et puis une autre. Une autre, c'était Ivarsson, je crois. Ivarsson. Voilà, donc il y aura ces 3 histoires, il me semble, qui seront au final liées. Et au final, toute cette histoire sera démêlée par une personne tierce complètement, et à la fin, vous tombez sur les fesses en fait, quand vous découvrez, tu te dis « ok ». Donc c'était pas très marrant vers la fin, non? Tu penses que tout va se terminer bien, joli et tout ça, mais bon, vous allez découvrir vous-même. Si jamais ça vous intéresse, je lis ce livre pour le mettre en ligne. Bon, certes, ça m'a fatiguée en fait. 200 pages, 223 pages. J'ai mis une journée en fait pour lire tout ça. J'ai fait quelques pauses, mais c'est quand même épuisant, fatigant, sachant que c'est pas ma langue maternelle. Je m'embrouille assez régulièrement avec les mots et puis la prononciation. Et j'ai cette tendance, je pense, je suis un peu dyslexique, donc des fois je renverse les mots, les lettres. Et ça, c'est compliqué. Parfois, je me rends compte, parfois, je m'en rends pas compte. Et donc là, c'est encore plus compliqué au montage. Bon, j'espère que je n'ai pas fait trop de bêtises, mais en tout cas, ce livre, il sera en ligne. Vous pouvez aller l'écouter si jamais vous intéresse. Voilà. Si vous aimez les accents, quand on lit avec un accent, voilà, pas de souci. Maintenant, je vais parler de celui-ci. Celui-ci, je vous avoue que je n'ai pas entièrement lu. J'ai plutôt regardé le film. J'en avais marre en fait, j'ai lu la moitié, j'en pouvais plus, il y a trop de descriptions. J'aime beaucoup comment elle écrit Selma Lagerlöf, mais alors il y a beaucoup trop de descriptions, et surtout de descriptions de nature, d'animaux, enfin d'ambiance, c'est trop long, oh là là, c'est trop long. Ici en l'occurrence c'était la description infernale, non pas infernale, interminable, des oies, de voyage des oies. Bon après on est dans le thème, hein, c'est normal, mais j'en pouvais plus. Donc j'ai regardé le film, je me suis noté encore dans mon classeur là ce que j'en pense, je vais vous dire. C'est un livre au format poche, c'est un vieux livre, je sais plus de quand il date, je me demande si c'est pas 63,
Si 1963, il y a 446 pages. Donc vous imaginez lire 446 pages de nature? Non merci. Donc, l'histoire compte, histoire ou un conte plutôt, d'un petit garçon qui se prénomme Niels. Le garçon qui n'obéit pas aux parents, qui fait plein de bêtises et qui embête les animaux de la ferme puisqu'il habite à la ferme avec ses parents. Ce sont des fermiers. Il tombe amoureux d'une petite fille, Asa, qui essaie de s'en échapper lorsqu'il est devenu tout petit. Pourquoi il est devenu tout petit? Je vais vous raconter ça. Donc désormais, après, en fait, il est devenu tout petit parce que comme il se moquait un petit peu de tous les animaux, il les charriait, il les embêtait, enfin, il faisait tous les malheurs possibles et inimaginables, tous ces pauvres bêtes. Et à un moment donné, il avait trouvé un petit lutin, c'est selon le film, il avait trouvé un petit lutin qu'il avait commencé aussi à embêter. Donc ce petit lutin n'a pas aimé ça. Il l'a rétréci. Sauf que dans le livre, comme dans le dessin animé aussi, parce que j'ai regardé une petite partie de dessin animé en norvégien, et là, en fait, ce qui se passe, comment il a rétréci ce petit Niels, c'est que ses parents sont partis à l'église, tandis que dans le film, ses parents sont partis chez la tante qu'il aime tant, et qu'il aimait tellement aller chez cette tante parce qu'elle prépare bien à manger, elle cuisine bien et bon. Et dans le livre et dans le dessin animé, ils partent à l'église. Ils le laissent lire la Bible, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était la Bible. Ils le laissent lire, réciter certains passages, ou apprendre par cœur, je sais plus. Voilà. Et dans le film, je crois qu'il avait aussi... Enfin, ils l'ont laissé et ils l'ont dit ne pas toucher au tracteur, ni au fusil, alors que c'est tout ce qu'il aimait faire, quoi. Donc, ne pas faire des bêtises. Et donc, dans le livre, il est en train de lire justement la Bible, il commence à s'endormir, il commence à fatiguer, il se dit, je vais faire une petite sieste. Et puis, d'un coup, il y a une grosse malle dans la maison, il voit la malle bouger. Je crois qu'il a vu un reflet dans un miroir. Il voit bouger, il comprend pas comment ça se fait que la malle de sa mère est ouverte, etc. Et puis, il voit l'apparition d'un petit lutin, d'un tome. Il appelle ça un tome. Un tome, je sais plus comment on dit ça. Oui, un tome. T-O-M-M-E. Donc, il le voit et en fait, il essaie de le chasser, d'aller voir ce que c'est, enfin, parce que ça l'intéresse, il connaît pas. Et donc, à ce moment-là, ce lutin, bah, il le rétrécit parce qu'il l'embête de trop et puis il voit que c'est un garçon qui n'est pas du tout obéissant, qui bien au contraire, fait que le malheur des animaux, des pauvres animaux. Donc voilà. Comment il est devenu tout petit. Donc désormais, il suit les péripéties et les voyages des oies migrateurs et il essaie de devenir une personne gentille. C'est la condition laquelle a été imposée par le corbeau qui est aussi présent dans le film. Je ne l'ai pas vu dans le livre et aussi le lutin. Donc pour que Niels se soit corrigé à ce moment-là et pourrait devenir une personne normale, la personne classique telle qu'elle était parce que à ce moment-là, il fait cette taille-là à peu près. Donc c'est pas une personne de petite taille, c'est vraiment un minuscule, quoi, un petit bonhomme. Et ben voilà, je pense que c'est tout, en fait. Il essaie de devenir quelqu'un de bien. Je vais pas vous raconter la fin. Bah après, je pense que c'est un dessin animé très connu et le film aussi. Je pense que il y en a la plupart de vous qui ont dû voir ça étant petit, donc vous savez à peu près de quoi il s'agit, quelle est la suite de cette histoire. En tout cas, c'est assez intéressant. C'est une histoire qui fonctionnait peut-être dans mon enfance. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les films, les dessins animés se portent vraiment sur la morale, vous montrer comment il faut se comporter et comment ne pas se comporter. Aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est complètement différent de ce qui était avant. Mais avant, c'était très courant d'avoir des leçons de vie comme ça, comme des fables de La Fontaine, avec toujours la morale à la fin. Voilà. Donc, la morale ou le moral, je sais plus quel article on emploie, c'est masculin ou c'est féminin, à chaque fois je me fais avoir. Bon, bref, voilà. J'ai déjà lu ces deux-là, maintenant je crois que c'est l'œuf de dragon, un truc comme ça, j'ai encore 2 à lire. Je suis en train de lire un tome 1 que j'apprécie plutôt pas mal. Je suis pas du tout fan des lectures pour les enfants. Mais alors, celui-ci, il est plutôt sympa, il est assez intéressant à lire, ça détend. Donc je vous en parlerai prochainement. Aujourd'hui, je clôture là parce que je peux plus parler, en fait, toute la journée bouquinée, je pense que je vais me taire et rester devant l'ordinateur à faire des montages. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Bonne lecture. Bon, je reviens vers vous pour terminer cette vidéo de point de lecture. Je suis navrée, mais pour mon grand regret, je vais abandonner ces 2 lectures de livres de, comment il s'appelle déjà, John Berkeley. Ce sont des bons livres, mais en fait, c'est trop enfantin pour moi, je n'arrive pas à les lire. Je suis allée jusqu'à la page 100 sur ce premier tome, qui est donc Les merveilleuses mésaventures de Miles Mercredi.
Et ça, c'était le palais du rire. Et là, c'est l'heure du tigre. Donc, je ne vais pas même commencer le deuxième parce que le premier, déjà, ça paraît trop long. Et donc, comme le livre le dit, bah, ce sera les histoires de Miles mercredi. C'est un petit garçon orphelin qui se retrouve tout seul, qui dort dehors, et qui vit au jour le jour. Et puis, un jour, il voit s'installer un cirque près de l'endroit où il dort. Et il va observer en cachette ce qui se passe dans ce cirque puisqu'il faut payer les tickets. Et lui, il n'a pas d'argent. Donc, il va observer comment ça se passe. Il va faire connaissance avec un tigre imaginaire, je suppose. On le voit ici en image, ce tigre. Non, on ne le voit pas en image. Mais ça sous-entend qu'il y a un tigre, je pense, selon cette couverture, j'en sais rien, mais en tout cas, je le voyais en image, je le vois pas. Mais peut-être que le fait que la couverture soit orange, ça m'interpelle tout de suite un tigre. Donc voilà, il va faire connaissance avec ce tigre imaginaire avec qui il va parler. C'est le seul qui va l'entendre, celui seul qui va le voir. Personne ne sait qui c'est que ce tigre, personne ne l'a jamais vu. Mais Miles le voit, il lui parle et un jour il le voit plus, il disparaît. Donc il rentre dans ce cirque, il se cache dans les gradins et il observe comment ça se passe, etc. Et il fait connaissance avec la petite qui a un prénom que je n'ai pas encore découvert et je ne découvrirai désormais maintenant plus comment elle s'appelle exactement puisque j'arrête ma lecture là. Mais apparemment cette petite ne devrait pas donner son vrai nom, sinon elle perdrait ses pouvoirs. Elle a des ailes, elle sait voler. En fait, c'est une petite acrobate, mais qui a des ailes. Et au final, au départ, il ne le savait pas. Et il avait peur qu'elle tombe lorsqu'elle fait ses acrobaties. Donc, il a essayé de la sécuriser, de l'attraper, etc. Et donc, ils vont se lier d'amitié. Et ça me fait penser un petit peu... nous, on avait un conte comme ça, russe, Barabas Karabas. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Il doit y avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'il y avait un méchant barbu, comme ici, en fait, hein, sur cette image, qui avait en sa possession des enfants, mais qui l'utilisaient comme pas des guignols, mais comme des marionnettes en fait. Il s'en servait. Et donc la petite va faire partie de ces enfants. Cette petite, elle sera sous la tutelle de ce grand monsieur très méchant. Et donc Miles va essayer de la sauver de ses pattes. Il va réussir. Et puis après, ils vont avoir des aventures tous les deux. Ils vont atterrir chez une magicienne, chez qui elle va raconter un petit peu l'histoire de sa vie, cette petite. Et là, elle va raconter aussi qu'elle a un prénom et nom qui ne sont pas du tout petites, et qu'elle n'a pas le droit de dévoiler, sinon elle perd ses pouvoirs. Voilà, je me suis arrêtée là et je me dis, je m'arrête, en fait ça m'intéresse pas du tout. C'est très bien écrit, c'est très sympa, très gentillé, c'est très mignon, mais en tant qu'adulte, c'est beaucoup trop long pour moi. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que vous avez quand même apprécié ce petit point lecture. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!